Montélimar en Cône, LFLQ pour les pilotes qui se joignent à nous. Et sur cet aérodrome, il y a une entreprise historique qui est là depuis 1990, qui s'appelle DTA. Euh, Historiquement, ils étaient dans les deux bâtiments. Je ne sais pas trop si on les voit au niveau de mon doigt là, mais les deux bâtiments qui étaient de l'autre côté de la plateforme. Donc, depuis 1990, DTA a fait dans ces bâtiments des appareils ultra légers, des aéronefs ultra légers. On y reviendra parce que ça a vraiment beaucoup d'importance dans ce qu'on est en train de développer actuellement, le fait de se positionner justement sur le marché du vol léger. Depuis 1990, DTA s'est assez rapidement imposé comme un des leaders sur le marché de l'ULM pendulaire. On verra, on en a reconstruit un en bas, on verra un peu mieux ce que c'est tout à l'heure en descendant dans les ateliers. Et dans un second temps, il y a une quinzaine d'années maintenant, DTA s'est diversifié sur l'autogire. Alors, c'était une vraie rupture technologique. On est parti sur une voilure tournante. Enfin, vraiment, c'était un vrai gap technologique qui a fait DTA et avec pas mal de succès. Et moi, j'ai eu l'opportunité en janvier 2023 de racheter DTA et dans le but de développer un nouveau segment de marché, l'eVTOL. Pareil, on va s'étendre beaucoup plus dessus. eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing. Donc d'aller sur un marché complètement nouveau qui est en train de s'ouvrir actuellement, celui des appareils, des aéronefs à décollage et atterrissage vertical électrique. Voilà, l'idée pour faire ce move là et ce changement de marché, on a décidé de changer d'implantation. On reste sur Montélimar parce que DTA est montilien et puis on est au milieu de la vallée du Rhône, comme disait Juan. On a une super météo et on a l'avantage d'avoir souvent du vent. Donc, pour pouvoir tester nos appareils dans des conditions un peu mouvementées, c'est un avantage non négligeable. Donc, on a le Mistral, hein, bien connu chez nous. Mais on a décidé d'implanter DTA dans des nouveaux bâtiments. Donc, juste de l'autre côté de la plateforme, là, actuellement, on est sur le toit des bureaux. Et l'idée, c'était, vu qu'on va maintenant dans l'aviation décarbonée, c'était vraiment d'avoir des bâtiments à l'image de ce qu'on veut véhiculer. Donc, nous, aujourd'hui, on est dans des nouveaux entrepôts qui sont recouverts. Il y a 4500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, qui est donc des bâtiments beaucoup plus restants, beaucoup plus énergétiquement responsables, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir afficher clairement qu'on compense intégralement l'énergie nécessaire pour la fabrication de nos appareils et pour le vol de nos appareils par l'énergie complètement décarbonée. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que nous voulons nous inscrire. Me concernant, donc du coup, effectivement, comme je le disais, j'ai eu l'opportunité de racheter DTA en janvier 2023. Moi, précédemment, j'étais plus justement dans ce type de techno. Ça fait depuis 2008 pardon, j'ai évolué dans le marché des énergies nouvelles, photovoltaïques et autres. Et assez rapidement, dans mon marché, notamment du photovoltaïque, j'ai eu l'opportunité d'acheter des drones, d'accord, des petits drones. Dès qu'ils sont arrivés sur le marché, les premiers Phantom, pour ceux qui connaissent, qui sont arrivés sur le marché en 2013, on a équipé la société avec ces petits drones. Et il s'est passé ce que moi je ressentais, c'est-à-dire que n'importe qui avait vraiment zéro compétence aéronautique particulière, zéro compétence d'aéromodélisme, etc. On lui mettait entre les mains même les premiers fantômes en 2013 et il arrivait à travailler avec, à prendre des photos d'une toiture, à faire une thermographie, à faire plein de choses qui auraient été très compliquées sans l'utilisation de ces machines-là. Et euh, du coup, on s'est servi des drones, hein, dans le cadre de mon activité professionnelle et assez rapidement, moi, étant pilote moi depuis plus de 25 ans, je me suis dit, mais c'est quand même fou, c'est une vraie rupture technologique. Des gens qui ne globalement connaissent rien en aéronautique ou en aéromodélisme arrivent à se servir de ces appareils. Pourquoi globalement on multiplie pas toutes les codes par 10 et on en fait un appareil qui nous permet de transporter des personnes. Donc cette idée-là, elle m'a pas tellement lâché depuis 2013-2015, sauf que à l'époque, il y avait quand même beaucoup de choses à faire et clairement, il aurait été beaucoup trop tôt de commencer à se mettre sur ce marché-là parce que les batteries notamment n'étaient pas du tout suffisamment performantes pour pouvoir permettre de faire voler des appareils beaucoup plus lourds. Les batteries, les moteurs, enfin tout le marché n'était pas prêt, donc finalement, ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas s'y mettre tout de suite. Euh, en juillet 2020, j'ai eu l'opportunité de des sociétés dans les énergies nouvelles. Et donc, du coup, l'idée de ce marché de l'e-vitol est revenue. Et donc, c'est là où je me suis rapproché de DTA. Et c'est là où, effectivement, en mi-2022, on a commencé vraiment à plancher un peu sur le sujet et à voir à quoi pourrait ressembler un appareil e-vitol si on dérivait un des appareils historiques de DTA et qu'on le transformait en e-vitol.
Et à partir de janvier 2023, donc du coup, je rachète la société et là, on a travaillé en vase clos. Pour le coup, dans les ateliers de l'autre côté, on n'avait pas encore déménagé et on a travaillé en vase clos sur vraiment la création de notre premier prototype. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant là, on est en train d'arriver dans les ateliers. Et donc on a travaillé sur la préparation de ce premier prototype avec, bon, pas forcément, tout, ça n'a pas forcément été tout rose au départ, mais on est assez rapidement arrivé à une première machine volable et en tous les cas sur laquelle on a pu réaliser nos batteries de test. Donc là on arrive dans les nouveaux ateliers de DTA. Donc ce que vous voyez là, c'est JP1, c'est notre premier prototype et je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ici de ce côté-là, on a alors, vu qu'on a repris la société, l'idée, c'était quand même aujourd'hui, DTA, quand même, c'est 600 machines en vol dans 33 pays différents. D'accord. Donc, du coup, l'objectif, quand même, de ce qu'on a lancé, c'est d'assurer à minima la maintenance de tous les appareils volants, parce que derrière, l'image de marque de DTA, c'est une image très positive et c'est une boîte quand même très reconnue dans son marché de l'aviation et de l'aviation légère en particulier. Donc, du coup, ben, on a réapprovisionné ce qu'il fallait pour relancer la maintenance de tout le parc volant de DTA. Donc là, il y a la partie machinerie et là, vous avez les 4500 références de pièces dont on a besoin pour assurer la maintenance du parc volant actuellement. Donc, les machines de DTA, c'est quoi? C'est dans un premier temps donc, l'ULM pendulaire, d'accord. Ça, c'est vraiment ce qui a fait la notoriété de DTA depuis le départ. Une machine très simple, mais très, très conviviale et très intéressante à voler. Ça, c'est une nouvelle machine. On a relancé la production hein, des pendulaires, donc ça, c'est une nouvelle machine qui sort de nos ateliers. Pour l'instant, elle est toujours équipée d'un moteur thermique, mais on a clairement l'ambition assez rapidement d'électrifier aussi ce type de machine. Ça, c'était la deuxième typologie de machine qui a fabriqué des TA. Donc, c'est les fameuses autogires. Donc là, on partait sur une voilure tournante, on n'a plus d'aile fixe, on n'a plus de. Et si vous voulez, le JP1, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un espèce d'hybride. Enfin, globalement, on a repris pas mal de matériaux qui servaient dans la construction d'autogires et on s'en est servi pour effectivement créer cet appareil donc, qui dispose de 8 moteurs électriques. D'accord. Donc, ce qui est hyper intéressant en termes de redondance, c'est qu'on a 8 moteurs électriques, chacun est indépendant et un câblage bien spécifique avec des couples de batterie qui nous permettent effectivement une redondance, à savoir qu'on peut perdre. On a déjà fait des vols avec 4 moteurs. Avec 4 moteurs, on arrive à poser la machine en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'un point de vue aéronautique. C'est qu'on a, sur ces appareils-là, c'est ce qui fait que les drones ont explosé aussi, on a une redondance quand même énorme qui nous permet un niveau de sécurité qui n'a pas été connu jusqu'à présent en aéronautique. Donc on a effectivement nos 8 moteurs électriques, 2 par bras. On a, je ne l'ai pas précisé, mais deux sièges, donc un pilote, un passager en tandem. Et ça, c'est vraiment une disposition très importante parce qu'on voit pas mal d'appareils concurrents qui sont côte-côte, etc. Là, vraiment, on est sur une disposition qui a fait ses preuves, voilà, qui est déjà beaucoup plus performante que ce qu'on peut voir autour de nous sur le marché. On a effectivement équipé directement la machine d'un parachute. Donc ça, c'est la bulle du parachute. Ça, c'est la roquette. C'est-à-dire que sur l'avant de la machine, vous voyez une poignée rouge à côté du pilote. Si je tire sur la poignée rouge, la roquette vient déployer un énorme parachute qui va faire redescendre l'intégralité de la machine sous voile. Donc ça, pareil, c'est une techno, on ramène encore de la sécurité dans l'appareil. L'objectif de ce qu'on veut mettre sur le marché en 2026, c'est vraiment quelque chose qui il n'y a pas d'équivalent au moment où on se parle en termes de sécurité. D'accord. Alors, aux États-Unis, tout le monde est en train de dire que demain, les VTOL, c'est le moyen de se déplacer le plus sûr, même bien devant la voiture. D'accord. Moi, je suis pas loin de partager cette idée. Mais en tous les cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue redondance, d'un point de vue sécurité, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent sur le marché avec ce qu'on est en train de faire. Je ne l'ai pas précisé, donc on est sur tout l'arrière de la machine est équipé de batterie, donc on est sur une machine électrique. Important aussi quand on parle, enfin vraiment le pari d'ETA maintenant, c'est de dire oui, on peut continuer à avoir une aviation, mais une aviation décarbonée, une aviation responsable, c'est vraiment tout l'enjeu de ce qu'on est en train de faire avec ces nouvelles machines. Donc vraiment, notre objectif, c'est de la sécurité et de l'éco-responsabilité. D'accord. C'est vraiment les deux fers de lance de ce qu'on est en train de développer ici. Au niveau de notre JP1, donc aujourd'hui, il nous permet de réaliser des essais. Alors techniquement, on a 2 machines, mais je pourrais rentrer dans les détails un petit peu plus loin. Et donc aujourd'hui, on en est à la fiabilisation de nos essais en vol.
Chose hyper importante, j'en parlais tout à l'heure sur le toit. Délibérément, on veut se positionner sur le marché du léger, d'accord? Parce qu'en aéronautique, on a vraiment 2 types de marchés. Ça, c'est pas depuis les Vitol, hein, c'est depuis toujours, et partout dans le monde. On a de l'aviation certifiée lourde et de l'aviation légère, d'accord? L'aviation légère qui est pas de l'aviation au rabais, mais qui est de l'aviation avec un niveau de certification, et d'attente réglementaire un peu moins important, d'accord? Nous, délibérément, DTA a toujours été très présent et très reconnu sur ce marché de l'aviation légère. D'accord. Et notre pari, c'est de dire que sur le marché de l'aviation légère, on pourra beaucoup plus facilement accepter les ruptures technologiques liées à ces nouvelles machines que sur l'aviation certifiée. Bien évidemment, on va y aller. C'est l'objet de notre texte si vous l'avez regardé. Nous, on estime que 2028, entre 2028 et 2030, bien évidemment, on va aller. On a déjà présenté à Vegas nos premières images de l'appareil 4 places, donc il sera forcément un appareil certifié beaucoup plus lourd. Mais l'idée, c'est d'aller sur ce marché-là en faisant une première bande sur de l'aviation un peu plus simple et un peu plus légère, mais avec un marché qui est déjà énorme à notre sens, mais qui nous permet effectivement, qui va nous permettre de mettre sur le marché beaucoup plus vite des machines que si on était directement sur le marché de la machine lourde et certifiée. Chose importante à noter quand même, d'un point de vue réglementaire, parce que c'est une question qui revient régulièrement, donc je préfère la débomber à l'avance, mais j'en parlerai avec plaisir derrière. D'un point de vue réglementaire, sur le marché du eVTOL, du coup léger, on a déjà des pays comme l'Italie, sur lequel le DTA est présent avec des distributeurs, qui ont déjà réglementé. Donc aujourd'hui, l'appareil que vous voyez là, si je voulais, je pourrais d'ores et déjà le commercialiser en Italie. C'est un peu contre-intuitif, mais en vrai, c'est plutôt nous qui sommes en train de dire on ne veut pas aller sur le marché que le marché qui serait complètement fermé. D'accord. Alors, sur la France, ça va se débloquer. Moi, depuis le début, je parie sur mi-2026. Je pense que je suis pas loin de la réalité. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que DTA, encore une fois, ça a distribué et ça continue à distribuer dans 33 pays. Bien évidemment, on va commercialiser d'entrée dans les pays sur lesquels ça va être le plus simple. Donc, on a d'ores et déjà l'Italie qui est ouverte. On a le Canada. On a un gros reportage là qui va passer au Canada mi-septembre. On a le Canada qui est en train de s'ouvrir aussi. Donc, nous, en plus, c'est des territoires sur lesquels DTA était très présent. Donc, du coup, c'est vraiment sur ces territoires-là qu'on va accentuer nos efforts pour pouvoir commercialiser rapidement nos produits. D'accord. Et peut-être que la France viendra dans un deuxième temps, mais pour nous, ce n'est pas très grave, je serais tenté de dire. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. On va se mettre au bureau. Je vais vous présenter Bruno. Bruno. Bonjour à Bruno. Merci Bonjour. beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très, très, très intéressant et très, très interactif. Donc là, je vais laisser la parole vraiment au WeSeeder. Donc, comme vous le savez, vous avez l'option de poster vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur la bulle et poster toutes vos questions. Je me permets donc de poser une première question que j'ai reçue de la part d'un investisseur qui n'a pas pu assister au live, mais qui tenait un petit peu à poser sa question. Comment est-ce que l'expérience acquise tout au long de l'histoire de DTA a influencé la conception de l'eVTOL? Je crois que tu l'as un petit peu expliqué. Il y a eu, c'est un espèce d'hybride entre les 2 machines, mais comment, est-ce que cette expérience va aussi dans l'industrialisation, dans les process de production et cetera? Voilà, comment cette expérience a influencé la conception de l'eVTOL? Alors, c'est une super bonne question. Ça me permet en plus de montrer comment on se différencie de notre marché. Donc, on est sur un marché Livitol sur lequel il y a beaucoup d'acteurs, hein. Enfin, on l'a mis dans le deck. Il y a quand même pas mal d'acteurs qui se sont lancés sur ce marché-là. C'est un marché qui est estimé à 30 milliards. Enfin, c'est des chiffres complètement démesurés, effectivement. Ce qui nous différencie aujourd'hui de nos principaux concurrents, c'est le fait que DTA a une réelle expérience aéronautique. D'accord. Donc, aujourd'hui, quand on voit que 90% du marché, par exemple, part sur des cellules avec un pilote et un passager côte à côte, ça, d'un point de vue réflexion aéronautique, alors c'est très convivial, c'est très sympa, mais d'un point de vue réflexion purement aéronautique, ça n'a pas tellement de sens. D'accord. Nous, on a typiquement le passager qui est pile sur le centre de gravité de la machine, qui nous permet, passager ou non, d'avoir une machine hyper équilibrée. Enfin, on s'affranchit de plein de problématiques rien qu'avec cette disposition. Donc, l'objectif vraiment et ce qui nous différencie aujourd'hui de nos concurrents, c'est justement les 35 ans d'histoire aéronautique de DTA. Globalement, DTA, ça sait faire des machines qui volent, d'accord, et ça c'est reconnu pour ça. On a calculé qu'en tout, ça cumule plus de 300 000 heures de vol, d'accord, si je regarde le parc volant actuellement. Donc, on a quand même un vrai retour d'expérience sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas en termes d'aéronautique. Et donc, du coup, c'est vraiment un facteur différenciant. J'ai parlé de la position tandem, je peux parler de la cellule aussi. Aujourd'hui, allez,
80% des éléments que vous retrouvez dans l'habitacle de notre appareil, c'était des éléments qui ont déjà été rodés sous forme de l'autogire, ce qui s'appelait Giro, J-RO. Donc, ce n'est pas le même modèle que celui qu'on a de l'autre côté, mais que ce soit les ceintures de sécurité, que ce soit les sièges, que ce soit les éléments, enfin, l'habitacle lui-même, il a déjà passé les crash tests, il a déjà passé les certifications en Allemagne, et tout ça, on en hérite aujourd'hui. D'accord. Donc, vraiment, c'est une énorme différence par rapport à la plupart de nos concurrents qui sont partis en 2015 en pensant que c'était le nouvel Internet. Nous, on a une vraie expérience aéronautique, on sait ce qui marche pas, et on a déjà une cellule. C'est pour ça que dans tous nos développements, on essaye au maximum de garder les aimants de la cellule, même si on a encore aménagé des choses sur la nouvelle version là que nous a dessiné Loïc, mais on essaye de garder un maximum d'éléments de la cellule parce que par rapport à nos concurrents, on a une cellule qui est déjà homologuée en grande partie, d'accord. Et donc rien que ça a une valeur énorme. Et en plus de ça, d'un point de vue purement industriel, vu que ta question portait aussi là-dessus, on a aujourd'hui chez DTA l'intégralité des moules qui sont déjà réalisés pour réaliser la plupart des pièces de nos machines. D'accord. Donc, d'un point de vue industrialisation, vu que c'est déjà des appareils qui ont été en produit en série, on a repris pas mal de pièces, on en a modifié certaines, là, on est en train d'alléger encore pas mal de choses, mais sur tous les éléments de l'habitacle notamment, on a tous les moules qui sont déjà là, qui sont à disposition, on n'a plus qu'à mettre la matière dedans, on va aller beaucoup plus vite sur l'industrialisation. D'accord. Ça, aujourd'hui, alors c'est très difficile à quantifier dans le cadre de notre business plan, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas tellement valorisé, mais en vrai, ça a une vraie valeur. Aujourd'hui, j'ai tout sur l'étagère pour produire mes propres pièces. J'espère avoir Excellent. répondu à la question, Juan. Oui, oui, c'est très, très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc là, j'ai une double question, de Jean-François qui demande: «Quelle est l'autonomie en kilomètres du, JP1 à date?» J'imagine qu'il serait aussi intéressé de savoir, quelle sera l'autonomie, plus tard. Et la 2e question est par rapport au marché en Italie. Pourquoi attendre la France si vous pouvez techniquement vendre en Italie, dès maintenant? OK. Alors, sur ouais, l'autonomie, pardon. L'autonomie, donc au niveau de l'autonomie, volontairement, donc aujourd'hui, on a équipé la machine JP1 de batteries qui sont des batteries rackables. On pourra s'amuser à faire un petit zoom tout à l'heure, mais qui sont des batteries rackables, manipulables assez facilement, etc., mais dont la densité énergétique n'est pas du tout celle qui est même attendue sur le marché aujourd'hui. D'accord. Donc, il nous fallait des batteries pratiques qui nous permettent pardon, d'assurer nos vols d'essai. Volontairement, on s'inquiète pas trop là. Pour l'instant, on fait une veille forcément technologique sur toutes les batteries qui sont en train d'arriver. Mais vu que notre volonté depuis le début, et ça a été affiché, et on va se tenir à ce planning-là, c'est de commercialiser mi-2026, on sait très bien que sur le marché de la batterie, il va y avoir d'ici mi-2026 encore plein de ruptures technologiques. D'accord. Donc, si je dois répondre factuellement à la question qui a été posée, aujourd'hui, l'autonomie avec les batteries qu'on a pour réaliser nos tests, alors on n'a pas rempli toute la cellule arrière, mais aujourd'hui, on a une autonomie de l'ordre de 10 minutes. Si on remplit complètement la cellule, on va arriver avec cette techno de batterie-là, quelque chose qui ressemble à 30 minutes de vol, d'accord, mais pas beaucoup plus, d'accord. Si on passait sur des batteries avec des densités énergétiques telles qu'on est en train de nous les présenter sur le marché, on n'aurait pas loin d'une heure de vol, d'accord. Mais pour l'instant, volontairement, on ne part pas là-dessus parce que, encore une fois, moi, mettre sur le marché une machine dont je sais que ma batterie, elle va être périmée déjà le jour où je la mets sur le marché, c'est clairement, on va en parler longtemps, mais c'est clairement ce qui se passe actuellement un peu avec Volocopter. Ça n'a pas tellement d'intérêt, d'accord. D'où l'intérêt aussi de vider ce marché de l'aviation légère, parce que les cycles d'homologation et de certification en appareils lourds font que si vous choisissez une batterie aujourd'hui pour la commercialiser, le jour où votre appareil est certifié, vous le mettez sur le marché, votre appareil est déjà complètement démodé. Enfin, il se fait des batteries qui ont des capacités de l'ordre de au moins 30% de plus. Donc, du coup, volontairement, pour l'instant, on attend. À terme, quand on va commercialiser, l'objectif affiché, et on y sera, c'est de commercialiser une machine qui a 2 heures d'autonomie à 150 km/h. Donc, si on parle en kilomètres, effectivement, l'autonomie affichée, ce sera 300 km d'autonomie à vol d'oiseau. Et je vous conseille de de regarder sur un map, mais 300 km d'autonomie à vol d'oiseau, ça n'a rien à voir avec la voiture. C'est déjà très performant, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à cette première question, mais aujourd'hui, effectivement, on a une autonomie assez faible, mais qui est volontaire, d'accord. On veut absolument une techno de batterie sur laquelle on prend pas de risque, sur lesquelles on peut raquer, sur lesquelles on est clairement sur la batterie qui n'est pas la batterie définitive. Mi-2026, on aura 2 heures d'autonomie à 150 km/h.
Concernant la deuxième question qui était le marché C'était le italien, marché en Italie. exactement, merci Ouais. Bruno, merci Juan. Le marché italien, donc comme je l'ai dit, effectivement, il est ouvert. On a un premier concurrent qui commercialise. Alors, j'ai du mal à l'appeler concurrent parce que c'est une machine monoplace, 10 minutes d'autonomie, c'est uniquement pour voler dans son jardin. C'est une machine distribuée en kit, donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais lui, effectivement, oui, il a commencé à commercialiser sur le marché italien. Les Italiens ont une réglementation vraiment qui est très adaptée à nos appareils en termes d'aviation ultra légère, c'est-à-dire que globalement jusqu'à 150 mètres sol, d'accord, d'altitude, et si je m'éloigne des agglomérations et des aéroports, je peux faire ce que je veux dans l'espace aérien italien. Ça, c'est très adapté à nos machines, c'est parfait parce qu'à 150 mètres, je suis en sécurité, mon parachute a suffisamment de volume d'air en dessous pour se déployer. Globalement, c'est un vol en sécurité qui nous va très très bien. Pourquoi nous, on attend? Parce qu'encore une fois, je pense que, aujourd'hui, ce qui est mis sur le marché en Italie, c'est vraiment un jouet, d'accord? Ça c'est pas comparable avec notre appareil, et je pense, nous, on a encore besoin de roder notre machine, de faire des tests encore de perte de moteur, de déploiement du parachute, on a encore besoin quand même de faire pas mal de choses avant la mise sur le marché. Nous, vraiment, et c'est vraiment l'ADN de DTA depuis le début de son histoire, hein, on met sur le marché une machine quand vraiment elle est au top, quoi. On la met pas avant, là, ce serait une bêtise de la mettre avant. Donc nous, ce qu'on estime, c'est que mi-2026, on n'aura pas perdu de temps. En vrai, il y aura pas tellement de vraies machines qui seront mises sur le marché d'ici là. Il y a des balbutiements, mais pas encore de réelles machines. Nous, voilà. Mais là où j'attirais l'attention tout à l'heure, c'est que il y a pas mal de gens qui pensent que ces machines-là, c'est super, mais c'est pour dans très longtemps. Non, c'est pas le cas. Réglementairement, on est déjà prêt dans certains pays. Donc, bien évidemment, nous, on va pas attendre. C'était une partie de la question aussi, mais on va pas attendre la France, hein. On sera très content, et moi, je serais très content de commercialiser en France parce que j'ai bien l'intention aussi de me déplacer avec ma machine. Mais en revanche, si ça va plus vite en Italie, si ça va plus vite au Canada, encore une fois, Canada, là, on passe sur l'équivalent de TF1 la semaine, enfin, avant le 15 septembre. Donc, bien évidemment, c'est des territoires sur lesquels on distribuera, hein. Donc, on ne va pas attendre la France pour déployer nos marchés. J'espère avoir répondu à la question. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je passe sur une autre question. Donc comment est-ce que l'appareil autonome donc je pense que ce point-là, sur l'autonomie, c'est intéressant. Comment est-ce que l'appareil autonome évitera les lignes électriques, et à haute tension? Super bon point, encore. Alors, pour l'instant, notre appareil, il est équipé alors, on a on a un gros atelier actuellement qui est le fait de développer notre propre algorithme de vol. D'accord, ça, c'est un gros sujet parce que effectivement, quand DTA commercialisait des machines de type autogire, de type pendulaire, etc., c'était vraiment le pilote qui pilotait la machine, donc on ne se posait pas toutes les questions métaphysiques qu'on est en train de se poser nous. Nous, effectivement, aujourd'hui, sur ces machines-là, même si on a des organes de commande, d'accord, c'est vraiment la machine qui se pilote elle-même, en vrai, hein. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, sur JP1 tel qu'il est actuellement, comme moyen d'éviter le sol, il a son GPS et il a tous donc ces 3 gyroscopes, c'est ça, qui sont à l'intérieur, accéléromètres, qui permettent de voir un petit peu dans quelle configuration est la machine et d'adapter le comportement de la machine en fonction du danger qui est estimé, et cetera. Suite aux dernières sessions de vol, il a été décidé effectivement de rajouter sur la machine, là ils sont en commande, on les attend, mais des lidars, donc globalement des radars qui nous permettent, dès qu'on passe en dessous d'une certaine altitude, je crois qu'on a dit que c'était 50 mètres, si je dis pas de conneries. Non? Ce genre de grandeur, ouais. Ouais, c'est le genre de grandeur. Donc, en dessous de 50 mètres, la machine arrête globalement de se fier en priorité aux informations GPS et passe sur une information prioritaire lidar. D'accord? Le lidar, lui, que ce soit les lignes électriques, que ce soit une voiture, que ce soit n'importe quoi, le lidar va le voir. C'est le gros avantage d'avoir une espèce de radar, si vous voulez, sur la machine. Donc, lui, il va pouvoir adapter l'attitude de la machine en fonction de ce qu'il va voir. Okay, donc globalement, au-dessus de 50 mètres, on va passer en mode GPS parce qu'on estime on a moins ce genre de problématique et le GPS devient plus fiable et plus facile à gérer. En dessous de 50 mètres, on va être sur du quasi full lidar qui va nous permettre d'adapter l'attitude de la machine. Très bien, très, très clair, merci beaucoup. Et justement sur ce point-là, donc j'avais reçu, également une autre question. Hem, sur les algorithmes de vol, comment ces algorithmes, sont construits afin d'assurer la sécurité, de l'eVTOL? Je pense que ça rejoint un petit peu la même question, hein.
Ouais, c'est un c'est un gros non, c'est un gros, gros sujet parce qu'encore une fois, on est sur des technos sur lesquels on a alors les algos sont très complexes, hein, parce qu'on a on s'en aperçoit tous les jours un peu plus. On a quand même pas mal de couches. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de redondance, d'accord? Parce qu'au plus on a de redondance, au plus on a un appareil qui peut se permettre d'avoir des défaillances et qui va continuer à voler en sécurité. Nous, ce qu'on veut éviter au maximum, forcément, c'est la poignée rouge et le parachute qui reste quand même une super sécurité, hein. Si vraiment sur un marche, on a encore ça, ce qui change tout, hein, d'un point de vue aéronautique. Mais si on veut éviter la poignée rouge et le déclenchement du parachute, effectivement, on a besoin de beaucoup de redondance. Donc, effectivement, nous, aujourd'hui, on a une multitude de capteurs. D'accord. Donc, je parlais tout à l'heure des lidars, mais rien qu'aujourd'hui, sur les accéléromètres, on a trois technos différentes d'accéléromètres. En plus, on est en train de redonder même vraiment le hardware dans lequel on héberge tout ça. Donc, en gros, on a beaucoup, beaucoup de data. Donc, du coup, ça nous fait effectivement des couches d'algo de plus en plus complexes, d'accord? Parce qu'à chaque fois, si on veut voler en sécurité, il faut on arrive à dire, OK, je compare les informations de mes différents capteurs et j'estime que celui-là est plus fiable que l'autre parce qu'il me paraît plus pertinent. Donc, il y a tout un tas, effectivement, de data à mettre en œuvre et d'ordonnancement de l'information et de priorisation de certaines data par rapport à d'autres. Et donc, tout ce travail-là, effectivement, c'est ce qu'on est en train d'internaliser au moment où on se parle. C'est un vrai gros travail, d'accord? C'est un vrai gros travail qui demain peut être valorisé en tant que tel, d'accord? Parce que demain l'algo on le fasse voler sur JP1 ou sur quelque chose d'autre, à la limite, bah, c'est un algo de vol, donc ça a de la valeur en soi. Et c'est un travail qui est complexe, hein, c'est vraiment, plus on met dedans, plus c'est complexe, mais on estime aujourd'hui chez DTA que c'est clairement ça fait partie de notre cœur de métier parce qu'encore une fois, quand on faisait voler un pendulaire, ce qu'il nous fallait, c'est une machine globalement bien équilibrée et un bon pilote. Là, on est sur quelque chose quand même, encore une fois, je m'acharne à le dire, mais le vrai pilote de la machine, nous, on a des organes de commande qui nous permettent de dire à la machine: «Va à droite, va à gauche, va devant et un», mais le vrai pilote qui maintient et l'assiette et qui assure un vol en sécurité, c'est quand même l'algo de vol qui est derrière. Donc ça, effectivement, c'est pour ça qu'on a décidé de l'internaliser chez DTA. C'est un vrai sujet pour nous. Et on Oui, estime que ça fait partie de notre cœur de métier. oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement sur la stratégie, c'est un choix très pertinent d'internaliser tout cela. Je rejoins ce point-là. J'ai Pas un une choix question facile. ouais. Je continue sur les questions des investisseurs. Donc, j'ai un investisseur qui demande si on peut dire qu'au final, l'appareil est un autogire électrique, ou est-ce que voilà, l'appareil est vraiment quelque chose de différent ou on peut vraiment dire que c'est un autogire électrique? Ouais. Hem et une deuxième question de ce même investisseur qui se demande, quels sont les marchés visés? C'est-à-dire qui sera prêt à acheter ce type d'appareil? OK. Donc alors non, non, ça n'est pas un autogire. On a du mal à s'en rendre compte parce qu'effectivement, vu qu'on a repris pas mal d'éléments et cetera, pour des gens et ils sont quand même assez nombreux, qui connaissent des DTA depuis longtemps, ils peuvent effectivement avoir un peu la sensation que, ça ressemble à effectivement au précédent Giro, qui aurait été électrifié. C'est vraiment je veux vraiment accentuer sur ce point-là, c'était une vraie rupture technologique l'eVTOL, hein. C'était vraiment, un autogire. Moi, je suis pilote autogire, hein, j'ai été formé à Montélimar. Un autogire, ça se pilote vraiment. C'est-à-dire qu'un autogire, je lâche le manche, j'ai une espérance de vie, même si les trucs sont, les autogires des théâtres sont des super machines, plutôt bien équilibrées et tout, mais c'est pas du tout quelque chose qui s'autopilote, d'accord? C'est absolument pas le cas. Il y a pas, on parle pas d'algo de vol dans un autogire au moment où on se parle. Au maximum, on va parler un peu de pilotage automatique, mais c'est tout. Mais là, on est vraiment sur une techno complètement différente. Et si je dois embrayer sur la deuxième question au niveau du marché, nous, ce qu'on estime, et encore une fois, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'aime bien faire cette petite digression-là parce que sur le marché de l'aéromodélisme, d'accord, les quelques passionnés qui construisent, et j'en fais partie, et ma famille en a fait beaucoup, les quelques aéromodélistes qui construisent des petits avions radiocommandés, d'accord, ça, c'est une petite population qui a toujours existé. Enfin, depuis qu'il y a des avions, il y a cette population-là qui fait des avions radiocommandés. C'est toujours resté une petite population et une petite niche, d'accord. Et puis, ces aéronefs radiocommandés, le marché a complètement explosé en termes d'utilisation, etc., quand sont arrivés les drones, d'accord. Aujourd'hui, les drones, c'est 5 milliards de dollars annuels de marché sur des machines quand même pas très coûteuses. Donc, si vous voulez, le marché a complètement explosé à partir du moment où il y a eu une rupture techno. Moi, ce que j'estime, et c'est le pari de DTA, c'est qu'il va se passer exactement la même chose,
confirment aussi les analystes, il va se passer exactement la même chose sur le marché de l'aéronautique en général. C'est-à-dire que si je regarde aujourd'hui la population qui vole, en France ou dans le monde, c'est soit des passionnés, j'en fais partie, d'accord, c'est soit des passionnés qui ont envie de faire ça et qui sont passionnés par le vol, soit des personnes très riches qui payent quelqu'un pour leur piloter un avion pour pouvoir se déplacer, d'accord. Là, je parle de l'aviation d'affaires ou l'aviation de loisirs. Donc, ça reste exactement comme l'aéromodélisme à l'époque, une petite niche, d'accord. C'est quelques milliers de personnes qui volent en France. Euh, Demain, le JP1, d'accord, le Livitol, donne accès au déplacement aéronautique à une masse de population qui n'a plus rien à voir. D'accord. Demain, n'importe qui, d'un point de vue pilotage, hein, n'importe qui que je prends, que je mets dans un simulateur pendant 10 minutes, il est complètement capable de se déplacer en sécurité avec la machine. Pourquoi? C'est pareil, si je dois revenir sur une des différentes majeures avec l'autogire, c'est que la machine, quand on parle d'algo de vol, elle a aussi toute la cartographie aérienne qui est intégrée dans la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je veux décoller de Montélimar, je veux aller m'en plafonner la zone de la centrale de Cluas qui est à côté, la machine va me le refuser. Il faut vraiment avoir en tête que ça se rapproche beaucoup plus du drone que de l'autogire, hein, ce qu'on est en train de mettre au point et de mettre sur le marché. C'est vraiment une machine qui, encore une fois, j'ai un return home, donc je commence à paniquer complètement, je ne suis pas bien, je clique sur Return Home, la machine va venir se reposer à son point de décollage si elle en a l'autonomie suffisante, ou va trouver un point d'atterrissage et se poser automatiquement si elle est sur un site sur lequel elle peut se poser. Donc, il y a vraiment la capacité à reprendre la main sans aucun problème, et il y a aussi la capacité à surtout pas m'autoriser à faire ce qui pourrait me mettre en danger. C'est-à-dire que les zones interdites, je ne vais pas pouvoir les survoler. On parlait tout à l'heure de l'Italie qui interdit le survol des aéroports, et c'est très bien, la cartographie et l'appareil m'interdira d'accéder à ces zones-là, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment une techno différente, et c'est là où ça nous ouvre un marché qui est beaucoup plus proche aujourd'hui du marché de la personne qui se déplace dans une voiture un peu chère que du marché du pilote d'autogire, qui est vraiment un marché de passionnés. J'en fais partie, super, mais ça reste une toute petite niche. J'espère avoir répondu à la question. Pour finir sur le marché quand même, bien évidemment, on met aussi en avant des applications B2B. Donc, on a effectivement des perspectives avec que ce soit le médical. D'accord, demain, je veux envoyer, c'est le cas typique, je veux envoyer un médecin sur un accouchement en Ardèche qui se passe mal. C'est l'appareil rêvé pour faire ce genre de manip. D'accord, parce que effectivement, l'appareil s'autopilote à 90%. Si je veux, je peux même le télépiloter avec quelqu'un à distance pour envoyer et détacher un médecin sur place. On n'a pas fait mieux. Enfin, il n'y a pas d'outil comparable. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'exactement comme sur le marché du drone, à partir du moment où l'outil a été là, il y a plein de nouvelles applications qui se sont développées, d'accord. Donc que ce soit, enfin moi dans ma technologie de panneau solaire, les thermographies aériennes, on n'y avait même pas pensé là. Avec les drones, on les fait sans arrêt pour regarder comment vieillissent nos centrales photovoltaïques. Là, c'est un peu pareil. À partir du moment, donc nous, on imagine la substitution de certains usages hélicoptères et autres. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va y avoir plein de nouvelles applications qui vont arriver à partir du moment où la machine sera mise sur le marché. On a par exemple, pareil, je peux le citer très rapidement, mais à Vegas, on a les militaires qui sont tout de suite venus nous voir en disant, moi, ta machine, elle m'intéresse limite moins pour le fait de pouvoir envoyer quelqu'un sur zone que sur le fait d'avoir ces machines-là en réserve, en arrière de mon champ de bataille. Je ne veux pas de siège à l'intérieur, j'ai un blessé, j'appelle la machine, elle se pose à côté, je mets mon blessé dedans, retour automatique à l'infirmerie. Tous ces nouveaux usages, ils vont arriver avec cette techno. D'accord. Donc, c'est vraiment, il va y avoir tout en foisonnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit McKinsey, que ce soit les autres, tout le monde estime ce marché à 30 milliards. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché, ça va faire exactement comme le drone. À partir du moment où la techno est là, et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la techno, elle marche. Hein, j'y peux un peu en témoigner. Les usages, ils vont arriver en même temps. Très, très clair. Merci beaucoup pour les différents usages. Alors j'ai une question par rapport au bruit ambiant en vol. Est-ce que c'est silencieux, par rapport, par exemple, à une voiture thermique, pour l'utilisateur et pour les riverains? Alors, non, je souris parce qu'effectivement, là, actuellement, on a mis, d'ailleurs, on les a publiées, hein, les vidéos de la caméra embarquée dans l'appareil. Donc, au moment où on se parle, on a quand même un appareil qui vibre. Dans tous les cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour moi, le bruit à l'intérieur de la machine,
C'est pas une vraie problématique parce que dans tous les cas, on va aller dans n'importe quel avion aujourd'hui, de tourisme, vous allez voir que du coup, il y en a et tout le monde a un casque sur la tête parce que, on doit dans tous les cas parler de temps en temps avec une tour de contrôle, de temps en temps de l'auto-information avec un autre aéronef et cetera. Donc dans tous les cas, on a un casque sur la tête, on a un casque ANR aujourd'hui, c'est ce qu'on a équipé aussi, un casque Bose ANR. Globalement dans la machine, c'est sûr que je vais rien entendre, d'accord? Aujourd'hui, ça peut paraître un peu bruyant parce qu'effectivement quand on met une GoPro dans la machine et qu'on écoute le bruit, bah, ça fait du bruit, d'accord, à l'intérieur, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Mais en plus de ça, pour les occupants eux-mêmes, il y aura pas de problématique parce qu'aujourd'hui, l'appareil est équipé de casque et je pense que c'est pas sérieux. Enfin, dans tous les cas, quelque chose qui vole aujourd'hui, on a à 90% un casque sur la tête. Donc cette problématique-là sur l'appareil actuel, je ne l'identifie pas tellement pour les habitants, pour les occupants de l'appareil. Pour ce qui est des personnes à côté de qui on volerait, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est il y a un facteur 10 entre le bruit d'un hélicoptère type écureuil et ce qu'on est en train de commercialiser, enfin de mettre au point et de commercialiser. Quand je dis un facteur 10, c'est-à-dire que oui, j'ai quand même un sifflement, d'accord. Je mettais en route n'importe quel drone, vous allez voir que les hélices, alors c'est pas un bruit de moteur, hein, c'est pas un bruit de moteur, c'est pas un bruit de turbine, c'est pas un bruit rock, mais j'ai quand même un sifflement qui est dû aux hélices, d'accord. Donc après, j'ai tous les types de réactions. C'est vrai que c'est super intéressant quand on réalise des essais parce que quand on amène du public, on a tous les types de réactions. On a des gens qui trouvent que vraiment ça fait pas de bruit parce que si je suis un tout petit peu habitué à l'aéronautique, c'est absolument pas comparable avec un hélicoptère, d'accord. Un hélicoptère, on reste pas à côté quand ça se pose. Là, on peut vraiment, enfin, on peut vraiment être très proche de la machine, c'est absolument pas, c'est complètement acceptable. En revanche, je ne vais pas vous dire que ça fait pas du tout de bruit parce que c'est pas le cas. Donc, effectivement, et vu que c'est quand même une machine aujourd'hui, JP1, quand il vole, il est de l'ordre de un peu plus de 300 kilos en vol. C'est quand même une machine, c'est pas un petit drone. Donc, Oui, oui. on a de temps en temps des personnes qui disent: «Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette impression, effectivement, de bah oui, ça reste quand même une grosse machine qui vole». Voilà, donc ça fait un peu de bruit. Mais encore une fois, le bon ratio, c'est facteur 10 par rapport à un hélicoptère. Très bien, merci, très, très clair. Donc au Wisider, n'hésitez pas à continuer à poster vos questions. On arrive, tout doucement à la fin du live. Donc j'ai une question, par rapport au prix de vente, de la machine. Est-ce que, aussi alternativement, il existe une possibilité de les trouver en location? Est-ce que ça a déjà été réfléchi, en interne, à cette possibilité? Peut-être qu'on a des futurs, voilà, des futurs, utilisateurs, parmi nous. Ouais. Est-ce qu'il y a un coût aussi d'utilisation, mensuel, à prévoir pour les utilisateurs? Et finalement, donc ça fait 3 questions, en une. Est-ce que, les clients, donc encore une fois, ça sera plutôt des clients privés ou des clients publics, un mix des 2? Ça rejoint un petit peu à la question d'avant. Ouais. Alors au niveau du marché, je vais commencer par celle-là, c'est clairement un mix des 2, hein. Donc nous, quand on a présenté la machine à Vegas, là, en janvier, on a eu quand même beaucoup d'investisseurs privés, hein, de personnes qui étaient séduits par la machine. Parce que c'est vrai, quand on la voit vraiment, elle a un look quand même qui plaît. Donc on a eu pas mal de personnes qui voulaient l'acheter pour leur déplacement. Après, c'était super intéressant Vegas parce qu'on a eu plein de choses. On a eu des New-Yorkais, pour qui ça n'est plus acceptable, socialement, de se déplacer avec un hélicoptère pour aller dans leur résidence secondaire parce qu'effectivement, jusqu'à il y a quelques années, ça faisait rire tout le monde. Maintenant, tout le monde les traite de pollueurs. Donc derrière, il leur faut une alternative et eux se sont montrés très, très intéressés par la machine, effectivement, parce qu'elle leur permet de continuer à se déplacer de la même façon, mais avec quelque chose qui est socialement beaucoup plus acceptable et écologiquement beaucoup plus acceptable. Donc on a ce type de clients-là. On a des clients, effectivement, qu'on n'avait pas vu venir en Amérique latine qui disent, bah, moi, c'est la solution miracle parce que le gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je me balade, j'ai quand même un un réseau routier qui est pas du tout sûr en termes de, il y a vraiment du carjacking là-bas énormément. Donc, le fait de pouvoir se déplacer en aérien beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et accessible à tous, bah, forcément ça ouvre un marché énorme de leur côté. Donc on a eu effectivement tous ces gens-là qui ont commencé à nous passer des précommandes pendant le salon de Vegas. Donc ça, effectivement, c'était pas mal de privés et après pareil, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a été contacté par l'armée, on a été contacté, par des groupements de médecins en montagne qui voudraient potentiellement étudier la machine. Donc voilà, on va clairement être sur les 2 marchés, hein, que ce soit B2B, B2C, on va clairement être sur les 2. Et après donc les l'autre Les question. les les Ah prix oui, les prix de vente, location,
si ça avait Prix de été, vente. Donc, nous, ouais. aujourd'hui, la machine, on a communiqué sur un prix de vente. Alors, vu que c'est mi-2026 et qu'on pense qu'il va y avoir encore pas mal de changements on le voit tous les jours, si vous voulez. Là où moi, je pense on est bien en termes de time to market, c'est que vu qu'en Chine, ça y est, on a Yihang qui a commencé à produire sa machine, etc., on voit que tout le réseau de sous-traitants, alors nous, j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais on veut vraiment essayer de faire une machine. Alors, on va faire le plus de choses ici possible chez DTA. Après, les moteurs, on n'est pas motoriste, donc on va essayer de s'approvisionner à minima Europe, d'accord. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que tout le réseau de sous-traitants de ce marché qui est en train de naître, il est en train d'arriver. En début 2023, quand on a acheté les premiers moteurs de JP1, c'était assez simple comme choix. On a pris les plus gros moteurs du marché et puis on n'avait pas tellement le choix. Là, aujourd'hui, on a plein de sous-traitants qui commencent à avoir des moteurs qui sont de plus en plus performants, de plus en plus légers, de plus en plus compatibles à notre utilisation. Donc ça va aller aussi de pair avec une réduction de prix, d'accord. Donc c'est pour ça que pour l'instant, quand on nous a demandé un prix, on a annoncé, là, si je devais le commercialiser aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est entre 200 et 240 000 euros, d'accord, de prix de commercialisation. Bien évidemment, il y aura une solution de leasing, entre guillemets, donc une solution de location de la machine. Ça, c'est vraiment purement un détail, mais oui, bien sûr, on le mettra, on le proposera. Mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça, et avec un espoir de pouvoir le descendre quand même assez rapidement parce qu'on est en train de voir que les batteries, les prix et les capacités sont en train d'évoluer de façon très très rapide. Les moteurs, pareil. Donc, vu que c'est les éléments un peu importants de notre machine, enfin, en tous les cas, c'est les éléments qu'on ne maîtrise pas nous en interne. Donc, c'est ce qui va faire varier notre prix. Ouais. Très bien. Et dernier élément sur la possibilité d'une location, Oui, de oui. des ouais, tout à Ouais, fait. non, clairement, clairement. Alors, j'ai pas le prix de la location à l'heure, là où on se parle. Ah Ouais, oui, une partie de la question, c'était aussi les coûts d'exploitation maintenance. Donc, ce ouais, qu'il faut c'est ça. avoir en tête, c'est que au niveau de l'exploitation maintenance, on est sur une techno full élect, quoi. Donc, encore une fois, c'est absolument pas comparable avec ce qu'on commercialisait chez DTA jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que j'ai pas de, enfin, les potentiels des moteurs électriques qui sont, enfin, globalement, c'est inusable. Donc, on va avoir des coûts de maintenance très, très, très faibles. D'accord. Potentiellement, la seule coût de maintenance qu'il faut qu'on envisage vraiment, c'est le remplacement du pack batterie au bout d'un certain nombre de cycles. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on est en train de quantifier au moment où on se parle. Mais sinon, le coût de maintenance en lui-même, il va être alors, je n'ai pas les facteurs exactement, mais je ne serais pas étonné que ce soit divisé par 3 ou plus par rapport à un engin thermique classique. D'accord. OK, OK, très, très clair. Merci pour cette réponse. Donc toujours au Wisider, n'hésitez pas à continuer à poster vos questions. Et Donc il y a une oui, je veux bien continuer juste un tout petit mot, Juan, sur la maintenance, parce ouais, que c'est important. Pareil, hein, l'énorme différence entre ce type de machine et tout ce qu'on a commercialisé chez DTA jusqu'à présent, c'est que c'est des machines forcément communicantes. D'accord. C'est-à-dire que nous, toutes les informations de vol, tous les logs de vol de toutes les machines, donc aujourd'hui on en a deux qui volent, mais de toutes les machines qu'on va commercialiser, on va les avoir en temps réel. D'accord. Donc on va être à même au niveau de la maintenance de se rendre compte de cette machine que j'ai vendue à tel endroit, il y a un log qui commence à être perturbant. Attention, on est capable de débomber des problématiques avant qu'elles arrivent. D'accord. Donc, ça c'est hyper important. Et pour nous, c'est fondamental parce que, et d'où notre stratégie de dire on veut commencer par se faire une place sur le marché du léger parce qu'on pense que l'accès à ce marché va être beaucoup plus simple pour aller après, parce que ce sera d'autant plus facile pour moi d'aller sur le marché du certifié, d'accord, du city taxi, de tout ce que on veut imaginer. Ce sera d'autant plus facile pour moi d'y aller que j'aurais capitalisé des masses de data phénoménales et que j'aurais X centaines d'appareils qui volent tous les jours et sur lesquels je capitalise sur les informations. Encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la masse de data qu'on arrive à générer sur ces machines, elle est juste folle, hein. J'ai absolument tout. J'ai les logs de tout ce qui se passe sur la machine. Donc ces informations-là, elles sont hyper importantes pour nous pour fiabiliser tous nos algorithmes. d'accord, très, très clair, bien entendu.